Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast en compagnie d'Hugo. Bonjour Fouad, merci de cette introduction. Bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler investir à distance, se positionner à distance, qui est la suite logique de ce que nous avons évoqué hier. Et on va vous expliquer pourquoi il me semble nécessaire, puisque c'est moi qui ai proposé ce sujet à Fouad, de parler de cela. Mais avant de commencer, pensez qu'il est difficile et consommateur de temps de produire ces podcasts. Et comme vous le savez, on essaie d'y mettre de la valeur sans parler de la loi de Pareto. Ça va être le 4e podcast. On n'a même pas parlé de la loi de Pareto qui plaît tant visiblement sur Internet, puisque tout le monde en parle. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas, selon la plateforme, à mettre 5 étoiles, un commentaire, à partager ton avis. Cela va nous pousser à continuer et à vous offrir plus de contenu, mais également inviter, échanger avec des personnes pour vous donner encore plus de valeur. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Tu as les liens de nos réseaux sociaux dessous, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram et sur la newsletter, elles seront très vite envoyées. N'hésite pas non plus à suggérer, recommander des sujets que tu aimerais qu'on traite sur ce podcast, même des livres pour la future rubrique Faites rentrer le pur sang ou faire entrer le tocard. Donc, le sujet d'aujourd'hui, et c'est en quelque sorte personnel, puisque moi en tant que puceau de l'immobilier, puceau de l'IMO, ça fait une rime au moins comme ça. Hier, tu as parlé d'investir à distance, de te positionner à distance. Moi, j'aimerais déjà te poser cette question toute simple. Pourquoi se positionner à distance ? Tu as soulevé, Hugo, 2 points imbriqués dans ta question. D'une part, se positionner à distance, qui est le dénominateur commun de la méthode, qui va rejoindre une thématique qui a été abordée hier, qui est l'efficience dans le déploiement de son patrimoine. Je le rappelle, après la démonstration d'hier, un patrimoine par conséquent important, puisque le million d'euros investi en immobilier à crédit à 10% de rendement te rapportera l'équivalent au mieux d'un RSA. Donc on a ce premier point, et ensuite tu as le deuxième point qui est investir à distance, c'est-à-dire hors de chez soi. Donc nous avons déjà ces 2 points. Avant de répondre à ta question, il y a un élément stratégique qui est fondamental. La nécessité de se positionner à distance vient s'opposer frontalement à l'usage pratiqué par la masse et par les influenceurs qui prônent de multiplier les visites immobilières. Et donc on est sur une méthode qui est en elle-même disruptive, et c'est une méthode, on va le voir évidemment dans le podcast, la méthode qui permet vraiment d'obtenir les meilleurs résultats tout en conservant finalement une espèce de capital santé ou de santé mentale la plus importante possible. Disons, conserver son capital santé tout en évitant de mourir trop vite en termes d'usure, sur une pratique intensive qui serait mal maîtrisée, tout simplement. Parce que oui, effectivement, comme on l'a vu hier, pour bénéficier, pour profiter de l'immobilier, il faut investir massivement et pas simplement 2 studios. Le podcast s'intitule 10M pour 10 millions. C'est une petite référence à un objectif qui doit être le même pour tout le monde à partir du moment où il se considère ambitieux. Ça doit être le RSA de l'entrepreneur ambitieux. Et surtout, c'est l'objectif de ceux qui souhaitent vivre de l'immobilier. Exactement. Et ici, on va parler plus de pourquoi le faire que de comment le faire. Peut-être qu'on pourra faire comment le faire dans un podcast différent. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner également. Mais on pourra faire un podcast sur comment investir à distance. Ici, on va se concentrer sur le pourquoi. L'investissement à distance, c'est intéressant de parler de la nécessité de le faire. Comme je l'ai dit au début, moi je suis le puceau de l'IMO au milieu entre nous.
toute personne, en quelque sorte, qui aurait checké des annonces immobilières sur Le Bon Coin, Se Loger et compagnie, en saurait plus que moi, parce que je ne l'ai jamais fait à part pour louer un bien. Non, je suis vraiment un gros puceau, pour faire simple et que ça soit vraiment important que les personnes s'en souviennent. Et que moi, en tant que débutant avec cette virginité immobilière presque religieuse, il me paraît impossible d'investir à distance, de se positionner à distance. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi les gens vont avoir du mal, et j'en fais partie, à identifier les bonnes opportunités à distance. Premier élément qu'on doit mettre en avant, d'abord, est un élément sociologique. C'est-à-dire que tu ne l'as certainement pas constaté, enfin, peut-être que si, mais pas de l'intérieur, en tout cas de l'extérieur par rapport au monde de l'information immobilière. Ces 6 dernières années, il y a eu une explosion du nombre d'investisseurs intervenant sur le marché de l'immobilier en France. Un chiffre très rapide, en France, nous avons en moyenne 1 million de transactions immobilières chaque année réalisées par la totalité des investisseurs et des primo-accédants, des investisseurs, enfin des acquéreurs en résidence principale ou résidence secondaire ou résidence locative. Sur le million de transactions, il y a 6-7 ans, la part des investisseurs représentait grosso modo 10 à 11 points. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, sur le nombre de transactions immobilières, 10 à 11% de ces transactions étaient réalisées par des investisseurs. Cette part est montée en l'espace de 6 ans à 30%. 30% des transactions immobilières réalisées en France en 2022 ont été effectuées par des investisseurs. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire simplement que le nombre de concurrents a été multiplié par 3, ce qui est absolument colossal en si peu de temps. Donc, premier point, en préambule, la pression concurrentielle a explosé ces 6 dernières années. Et ça va nous permettre d'aller sur la raison principale, ou la première raison, qui est bloquer le bien pour neutraliser la concurrence. Donc ça, c'est le premier argument, ou le premier justificatif qui va te pousser, Hugo, à être dans cette obligation, finalement, d'apprendre à te positionner sur l'achat, d'une part à distance, mais surtout sur ta capacité à te positionner à distance. D'accord. Et le problème c'est intéressant et je rebondis dessus, c'est que en gros, toutes les formations immobilières qui sont dispensées sur le marché, c'est le même moule. C'est-à-dire que les personnes, les 30% d'investisseurs, il y a des gros acteurs qui ont participé sans doute de manière colossale à cette augmentation. Notamment, on peut le voir avec le nombre de ventes de formation. Ils n'ont pas un biais qu'en gros, ils cherchent tous la même chose ? Alors tout à fait. La puissance de la diffusion ou de la démocratisation de l'information immobilière a eu cet impact. Je pense qu'une des principales raisons qui fait que le nombre d'investisseurs en France a triplé, c'est en tout cas la part des investisseurs sur les transactions immobilières en France, cette part a triplé principalement due à la propagande informationnelle sur Internet, c'est-à-dire que les vendeurs de formation ont fait littéralement bouger le marché. Et donc, le deuxième point sociologique qui est intéressant à relever va être que la majorité de ces investisseurs cherchent tous la même chose, tout simplement. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs ne font ou ne savent faire que ce que leur apprend les formateurs qui sont eux-mêmes formatés ou biaisés dans leur comportement. Ça, c'est un premier élément de réponse, Hugo, à ta question. Est-ce que je ne sais pas si ça répond exactement à ta question ? Ça répond dans le sens que ça justifie pourquoi les gens ont des problèmes à identifier peut-être des opportunités de qualité à distance. Alors, tout à fait. J'ai constaté, en ma qualité de coach ou de mentor immobilier,
que la plupart des débutants ont vraiment cet handicap, cette difficulté à percevoir, identifier une opportunité. Et je vais te retourner la question, pourquoi est-ce que, à ton avis, finalement, ils ont cette difficulté? Alors, au-delà du fait qu'ils soient débutants, tout simplement, ce que j'appelle un primo-investisseur ou un aspirant investisseur, pourquoi est-ce que, finalement, cette masse, parce qu'on peut parler de masse, voire de foule, on parle, pour être un petit peu plus concret, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. La part d'investisseurs globale, je ne parle pas des multi-investisseurs forcément, mais la plus grosse part est constituée de débutants. Nous parlons de plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 200 000, 250 000 personnes. Donc ce sont quand même des nombres relativement importants. Pourquoi est-ce que ces gens ont-ils du mal à identifier des opportunités, même une fois formés? Parce qu'ils sont formés mal, peut-être. Parce qu'on ne leur apprend pas une autonomie, on leur apprend un certain mimétisme. Alors c'est exactement ça. Il y a la question du mimétisme, il y a la question également du conformisme. Et finalement, c'est un élément qui est à rapporter avec un autre point stratégique qui a été évoqué dans le podcast précédent. C'est le problème du biais fiscal porté par la location meublée, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. La réalité fait que ces dizaines ou ces centaines de milliers de personnes cherchent exactement la même chose, cherchent un statut fiscal. Ils ne cherchent pas à investir dans l'immobilier, ils cherchent à acheter une fiscalité. Et là, on tombe sur un problème qui est fondamental. À chaque fois qu'on s'éloigne de la pureté commerciale, qu'on s'éloigne de la discipline principale, qui est l'immobilier, évidemment, on se retrouve face à des problématiques structurelles. Et donc, pour résumer, le fait de ne voir et de ne manger que location meublée, tu te retrouves, finalement, ces investisseurs se retrouvent en concurrence frontale avec des dizaines ou des centaines de milliers. Et nous, finalement, en tout cas moi, pour parler en nom propre, investisseurs aguerris, acheteurs professionnels, détenteurs d'une carte T, mais surtout d'une véritable expérience, pour vous rappeler la phrase de Gérard Mullier, pour être un bon vendeur, il faut être un bon acheteur. La qualité de votre achat immobilier est fondamentale. Elle déterminera, entre autres, le montant de la plus-value et le niveau d'antifragilité de votre parc immobilier. Et donc, la problématique, c'est que moi, investisseur aguerri, je suis parfois, ça dépend le segment sur lequel on va, je vais être en concurrence frontale avec un débutant qui ne sait pas réellement comment investir et qui va jouer la carte de la surenchère en termes de prix. Et donc, tu vas être amené non seulement à être en concurrence sur la possibilité de saisir l'opportunité, mais également d'avoir des prix qui vont flamber. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur la conséquence directe de cette masse d'investisseurs. Les prix ont fortement augmenté depuis 2016. Même en province, tu as des villes où l'immobilier a doublé en 5-6 ans, ce qui est absolument colossal. Est-ce qu'il y a une raison particulière que tu étais confortable sur le fait de te positionner à distance? Tu parlais de voitures dans le premier podcast. Sur les voitures, tu es souvent, notamment quand tu es mandataire, tu achètes sans voir presque. Alors là, on est sur l'origine même de la compétence qui consiste à se positionner à distance et plus que se positionner à acheter. Lorsque j'ai commencé à investir dans l'automobile, alors investir au sens spéculatif, achat-revente en qualité de mandataire, je me suis retrouvé rapidement sur une problématique physique. Au départ, je faisais les allers-retours, c'est-à-dire que j'allais chercher les véhicules physiquement en Allemagne, en Italie et même en Espagne. Il m'est arrivé de parcourir jusqu'à 2000 km. Donc quand tu vas récupérer un véhicule en partant depuis Besançon jusqu'au sud de l'Espagne, évidemment, il y a une problématique qui arrive très rapidement, qui est très simple. Je ne peux pas faire 2 allers-retours, c'est-à-dire un premier aller-retour pour
voir le véhicule, un deuxième aller-retour pour faire le paiement et récupérer le véhicule. Puisque tu t'imagines bien que tu ne vas pas arriver chez le fournisseur. Alors, j'ai pu le faire dans les débuts, dans un cadre légal, mais tu arrives chez le fournisseur avec du cash. Le problème, c'est que lorsque tu te mets en conformité et que passé ta période d'essai, on va dire, dans l'entrepreneuriat automobile, tu fais du virement bancaire, puisque tu souhaites être en conformité avec le législateur français sur la gestion de ton entreprise. D'ailleurs, ceci dit au passage, je vous déconseille fortement, si vous êtes un gérant de société, de retirer de l'espèce ou de déposer de l'espèce sur votre compte bancaire. C'est un autre sujet, mais en tout cas, la problématique a été que j'ai été contraint à apprendre à acheter à distance, tout simplement, pour des questions de logistique et d'efficience dans le travail. Les gens qui écoutent aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte, mais à l'époque, la notion de virement bancaire instantané n'existait pas. Non, on parle de 2008, De 2008, précisément. donc 48 heures les virements c'était. Voire 72 heures, on parle de virements internationaux. Donc on parle de, parfois, ça a pu durer même 4 jours. Oui, créer le Liban dans la banque, attendre le lendemain qu'il fasse le virement, 2 jours en plus. Et tu as toujours cette suspicion française, bancaire. Pourquoi est-ce que vous faites un virement à l'étranger ? Et je te rassure, c'est la suspicion est la même dans d'autres pays. Et c'est effectivement, on n'y pense pas, mais quand on achète une voiture, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des amis qui achetaient leur voiture personnelle en Allemagne. Et effectivement, oui, ils y restaient 3 jours pour aller voir la voiture, vérifier tout ça, et après la conduire par le retour. Donc, Alors, ton anecdote est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle met en exergue la différence entre un particulier et un professionnel. Il y a la notion de récurrence. Quand tu commences à faire 15, 20, 30 ventes par mois, tu ne peux pas aller sur place et attendre 3-4 jours. Donc, tu dois apprendre à travailler différemment. Travailler différemment, c'est être en capacité de recueillir un certain nombre d'informations sur le descriptif du bien. En l'occurrence, à l'époque, c'était de l'automobile. Aujourd'hui, c'est de l'immobilier. Une fois que tu as été en capacité de récolter ces informations, tu es en capacité de faire une offre d'achat. Et une fois que tu as une offre d'achat, à ce moment-là, tu peux te permettre de te déplacer et d'aller valider ton opération en visitant le bien. et comment éviter les surprises bon, tu me diras, comment éviter les surprises type travaux, imperfections, cadavres dans les placards. Une fois que tu as bloqué ce que tu veux, oui, un délai, tu vas visiter et c'est là que tu prends la décision finale. Alors, c'est une bonne question également parce qu'il y a visiter et visiter. Et il y a surtout poser des questions et poser des questions. Moi, je ne demande pas la couleur du papier peint de la salle à manger. Ça ne m'intéresse pas. Je vais poser des questions très précises, peut-être une vingtaine de questions. Je vais vous donner quelques points précis. Et d'ailleurs, parfois des points qui ne sont pas levés, ou en tout cas soulevés par les particuliers. Est-ce que l'assainissement de l'immeuble est conforme ? Je peux te poser une question ? Oui. C'est quoi l'assainissement ? Alors l'assainissement, c'est une très bonne question. Tout simplement, ça va être toutes les eaux usées pour schématiser le pipi et le caca, tout simplement. Tout ça, ça va transiter dans des tuyaux et ça va être traité dans le réseau communal, municipal, et ça va partir en station d'épuration. Et donc, tu as souvent des immeubles en monopropriété. L'assainissement, donc le raccordement, n'existe pas. Tu as, par exemple, une fosse septique. Or, la mairie a prévu l'obligation pour le propriétaire de se mettre en conformité. Donc, si toi, tu ne lèves pas ce point-là, il faut savoir que certaines conformités en assainissement peuvent se chiffrer 20, 30, 40 000 euros. Donc, moi, je vais poser des questions très précises là-dessus. Quel est l'état de la charpente ? Quel est l'état de la toiture ? Je vais poser des questions sur le nombre de compteurs électriques individuels. Est-ce que tous les lots ont des compteurs électriques individuels ? Est-ce qu'il y a des compteurs d'eau divisionnaires ? Etc., etc. Donc, on va aller poser toute une rafale de questions pour pouvoir affiner finalement l'offre d'achat et apprécier à sa juste valeur la qualité de l'opportunité. Et bon, ça, identification, blocage, question de débutant toujours.
et je pense que je ne suis pas le seul, et je pense que même des personnes qui auraient, qui auraient suivi certaines formations resteraient dans le statut débutant sans en avoir conscience. Lorsque l'avantage également de se positionner à distance, je vais prendre un exemple tout con, mais imaginons, je suis à Paris. Déjà à Paris, oui, si je veux acheter un bien localement, Tu as la capacité de te déplacer. Non, mais je ne vais pas pouvoir acheter un bien localement, vaut mieux que j'aille acheter à l'extérieur. Donc déjà, ça permet aux gens qui sont dans des grandes villes, qui ont des activités, de se déplacer uniquement lorsqu'ils ont identifié quelque chose et qu'ils ne vont pas perdre de temps. Alors, il y a une remarque extrêmement importante qu'il faut faire et que j'ai identifiée suite à ta question. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour certaines personnes d'investir en dehors de leur zone géographique? C'est une question de rendement, tout simplement. Alors, soit c'est une question de rendement ou une question de rentabilité. La rentabilité a un rapport avec la plus-value latente. Vous avez des zones extrêmement tendues où les prix sont relativement élevés. Paris, Bordeaux, Lyon, quelques micro-marchés également. Les prix sont tellement élevés que les investisseurs sont poussés à investir en dehors de leur zone de chalandise. Et donc, le fait d'être dans cette contrainte, finalement, fait que tu as l'obligation d'apprendre à chasser à distance. Et pour en revenir à notre premier point, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de bloquer le bien à distance? Donc c'est en rapport avec le premier point sociologique. Il s'agit de neutraliser la concurrence. De l'annihiler. De l'exterminer, pour être très précis. On a un champ lexical martial, mais c'est nécessaire. Il faut savoir, alors, sans faire dans le cinématographique américain, mais lorsque vous avez ce que j'appelle un coup de fusil qui apparaît sur le marché, c'est littéralement la guerre. Moi, je sors l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, c'est-à-dire que l'agent immobilier est pris totalement en charge, l'offre d'achat est préparée et qu'il y a un objectif. Il y a un objectif de saisir cette opportunité parce que la concurrence va également sortir des tranchées. Et la question du financement à distance, ça se prépare à distance également? Alors, très très bonne question également. Je vais t'expliquer une technique que j'utilise, alors qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc pas très original dans mon discours parce que je ne suis pas dans le discours qui consiste à dire que c'est facile et c'est fait pour tout le monde. Non, ce n'est pas fait pour tout le monde. La question du financement est fondamentale. Qu'est-ce qui fait la différence? Et je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux offres d'achat au prix de vente? C'est-à-dire que tu as un bien qui ressort sur le marché, disons un immeuble de rapport à 500 000 euros. Tu as deux investisseurs qui font une offre au prix d'achat. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que l'agent immobilier choisirait ton offre? Je dirais qu'il choisirait mon offre parce que j'aurais... Est-ce que c'est moi? Voilà, déjà. Parce que je serais le plus sympa. Il choisirait ton offre. Déjà, si tu as annihilé toute la concurrence, il n'y a pas besoin d'en parler. Alors non. À ce stade-là, tu es encore en concurrence. Il reçoit deux offres au même moment au prix d'achat. Alors, il faut savoir que je n'ai pas posé la question à Hugo et qu'on souhaite rester dans un cadre, dans un échange naturel. Et donc, ça permet également de challenger et surtout d'avoir des réponses de débutants. Ben, je donne rendez-vous à l'agence immobilière au deuxième acheteur, une batte de baseball et je lui casse les deux genoux. J'aurais tendance à dire, en étant sérieux et en ne disant pas des conneries, si je suis sûr de moi et que je maîtrise le financement, je ne parle pas de financement dans mon offre. Alors, pour qu'une offre soit valable, il faut parler de financement. C'est une condition de validité de l'offre. Non, mais ce que je veux dire, financement, je ne parle pas de prêt bancaire. Alors, tu es obligé de parler du financement. Tu es obligé de... Le financement n'est pas forcément un financement en prêt bancaire. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Je donne ma langue au chat. Est-ce que tu abdiques? J'abdique. Miaou. C'est normal, ce qui nous sépare en termes de sciences immobilières, c'est 7000 heures, donc on t'en voudra pas. C'est très simple en fait. Involontairement, tu avais un fragment de réponse sur une des techniques d'initié que j'utilise
après il faut avoir le pédigré pour pouvoir la porter, cette technique, c'est que lorsque l'affaire est hors norme, exceptionnellement rentable, que ce soit sur le rendement ou la plus-value, sachant que j'ai une préférence pour la rentabilité que sur le rendement, tout simplement, je vais renoncer à la condition suspensive d'obtention de financement. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais tu ne l'as pas dit. Non, mais j'ai pas su le formuler, mais dire comme si je l'achetais cash, pour pas dire si j'obtiens pas mon financement. Alors, moi, il faut le formuler, mais par écrit. Après, il y a encore d'autres techniques. Attends, je précise, moi j'ai même pas regardé des annonces immobilières, donc je sais même pas à quoi ça ressemble une offre d'achat. Non, mais on ne t'en veut pas, c'est normal, Hugo. J'essaie pas de me justifier. Non, ce que je veux dire, c'est que la meilleure manière de neutraliser la concurrence, d'une part, c'est de savoir se positionner à distance, c'est-à-dire que si le bien est à 500 km de chez moi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'habite à l'étranger, donc évidemment, le bien sera au minimum à 800 km. Pourquoi ? Parce que la frontière française est à 800 km de Berlin. Donc, si le bien est très loin de chez moi, que je ne suis pas en capacité de le visiter immédiatement, la meilleure manière donc, de neutraliser la concurrence et de saisir l'opportunité va être de faire une offre d'achat à distance avant de visiter le bien. Donc ça, c'est le premier élément. Et dans cette offre d'achat, il sera sujet finalement de rassurer l'agent immobilier sur la solvabilité de l'investisseur. Et la meilleure façon de rassurer l'agent immobilier, comme si tu payais cash. Voilà, ça va être de faire passer des vessies pour des lanternes. On ne va pas rentrer dans ce podcast sur cette technique d'initié, on en parlera peut-être ultérieurement si on a beaucoup de 5 étoiles. Donc, manière de quémander subtilement. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Donc, si vous voulez connaître une technique d'initié qui vous permettra de dégommer la concurrence tout en conservant votre droit à la condition suspensive d'obtention de financement. Pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle concrètement, on parle de renoncer à sortir d'un compromis du fait de ne pas avoir obtenu un financement immobilier. Et c'est là que je disais il faut être en capacité de mettre en place ces techniques. D'ailleurs, je l'ai quasiment utilisé dans tous les dossiers. Pourquoi ? Parce que je cherche vraiment des affaires exceptionnelles et je suis évidemment toujours en concurrence. Et cette renonciation de la condition suspensive d'obtention de financement fait que le vendeur est sûr de vendre. Parce que quand vous signez un compromis et qu'il n'y a aucune clause suspensive, et bien une fois que le délai de rétractation est passé, la vente aura lieu, tout simplement. Est-ce que tu me suis sur le raisonnement, Hugo ? Je te suis sur le raisonnement et c'est ce que je voulais dire, ce qui implique une maîtrise du réseau bancaire et ce qui maîtrise également, ce qui implique également que lorsque tu achètes, prenons le cas, j'ai pris le cas à Paris, je ne m'y connais pas en immobilier, mais je m'y connais un peu en banque, j'ai cette prétention-là. Si je vais voir mon banquier de Paris et que je lui dis déjà j'achète dans une ville, déjà il va devoir sortir Google Maps parce qu'il ne sait pas où c'est. Donc il ne va pas être confortable. Certaines banques doivent le faire, j'en doute pas, mais je ne pense pas que ça soit l'idéal. Il va falloir donc également utiliser une banque locale. Ça sera mieux. Alors, totalement. Tu as deux manières de financer un bien immobilier. Soit avec une banque nationale. Alors, soit nationale, soit plutôt une agence où se situe ta domiciliation personnelle, c'est-à-dire une agence locale au sens de celle de l'investisseur, ou bien une agence locale au sens du lieu d'implantation du bien immobilier. Et tu vois, moi, Rothschild de Monaco, là où j'ai mes comptes, ils n'ont pas de banque à Perpignan, quoi. Donc Perpignan, ceci dit au passage, je vous déconseille ce type de ville totalement sinistrée, gérée n'importe comment, avec un rendement artificiellement important. Vaut mieux aller à Saint-Étienne. Saint-Étienne, malheureusement, c'est le même cas. Donc, alors, Hugo plaisante, mais évidemment, une fois de plus, c'est le sociologue qui va s'exprimer.
certains influenceurs 2.0 ont envoyé des milliers d'investisseurs à l'abattoir à Saint-Étienne ou à Perpignan ou à Béziers. Et ça pose la question du discernement et de l'esprit critique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un débutant et que vous êtes dans un rapport d'ignorant, formateur 2.0, pire, dans un rapport de fanatique à influenceur 2.0, on va vous envoyer à l'abattoir quelque part. Donc votre incompétence ou votre admiration à l'égard d'un influenceur 2.0 peut vous coûter très très cher en immobilier. C'était une digression, mais nécessaire. C'était une blague, je ne suis pas la Rothschild Monaco. Je suis au Luxembourg. Non, Jean-Michel, je me la raconte. Non, mais par exemple, passer donc par des banques plus locales, donc il va falloir également préparer et démarcher le financement à distance. Alors, tout à fait, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a su se positionner à distance, on a réussi à saisir l'opportunité, c'est-à-dire qu'on a une offre d'achat qui est contresignée, arrive le moment du financement bancaire. Et là, le financement bancaire, il est également nécessaire de pouvoir prospecter à distance, toujours dans le cadre de l'efficience générale nécessaire à l'investissement pratiqué massivement. Et ça, j'insisterai toujours sur ce point-là, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher, et soyons transparents sur les chiffres, 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 millions d'euros, 20 millions d'euros dans mon cas, qui est mon objectif, qui a été rehaussé entre-temps, vous ne pouvez pas vous permettre de vous user psychiquement, physiquement, en course, et d'abandonner après le premier million, le deuxième million, par exemple. Ce qui est déjà relativement noble comme abandon, mais qui peut être considéré comme un abandon prématuré. Petite question, comme toujours dans le rapport ignorant-sachant. On n'est pas dans le marketing en disant que tout le monde peut le faire, mais avec un accompagnement, avec de l'expertise et en faisant attention à certains détails, c'est relativement jouable. C'est une question, hein, c'est pas une question rhétorique. Avec un accompagnement, évidemment que c'est possible si on a une concordance entre le profil de l'emprunteur, son niveau de discipline, son type d'intelligence, est-ce qu'il est en capacité de s'adapter, de se remettre en question, etc., etc., et son niveau d'engagement, qui est fondamental, évidemment que c'est possible. Mais il faut absolument que ce soit un engagement purement stratégique. Si c'est un accompagnement purement fondé sur la stratégie immobilière, pourquoi ? Parce que si vous prenez un accompagnement et qu'on vient vous bourrer le crâne avec le loueur meublé non professionnel étant soi-disant la meilleure niche fiscale, on va vous expliquer également que la résidence principale est un passif. Ça sera un sujet de podcast. Ça sera un sujet parce que la puissance de formatage qui émane des réseaux sociaux concernant la résidence principale est énorme. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont la conviction aujourd'hui que la résidence principale est un passif, alors que c'est la pierre angulaire de l'investissement, et notamment pratiqué massivement, fait qu'une rectification argumentée à ce niveau-là est nécessaire. Ne faites pas l'erreur de penser une seule seconde que la résidence principale est un passif. Culturellement, en France, les banques, les Français et les banques, le cartel bancaire est fondamentalement attaché à l'acquisition, l'investisseur qui fait l'acquisition de sa résidence principale. Et il y a un ordre temporel bien précis. Non seulement c'est un actif, non seulement le cartel bancaire souhaite que l'investisseur soit propriétaire de sa résidence principale, mais c'est la première chose à faire. La première chose que doit faire un bon investisseur, c'est acheter sa résidence principale. Ce qui laisse beaucoup de marge de progression à des gens qui peuvent être bloqués puisqu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer, qui se refusent des opportunités
ou qui sont dans des villes surcotées où leurs revenus ne leur permettent pas d'acquérir? C'est une bonne question. Pourquoi ? Parce que ça renvoie également à d'autres problématiques sous-jacentes. Alors, tu as la problématique d'être bloqué localement, par exemple, et il faut aller chercher de la rentabilité du rendement ailleurs. Mais la vraie question sous-jacente, principale, je dirais fondamentale, et ça fera également l'objet d'un autre podcast, puisqu'on peut pas faire, malheureusement, on ne pourra pas faire des podcasts qui durent 5-6 heures. Pour la petite anecdote, je suis intervenu au mastermind d'Hugo fin janvier et l'intervention devait durer 2 heures. Elle a duré quasiment 6 heures, entre 5 et 6 heures. Donc ça vous montre aussi ma capacité à traiter de manière structurelle un sujet. Et évidemment, dans nos podcasts, il n'y aura pas de place à la manière superficielle qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux d'aborder l'immobilier. Enfin, petite parenthèse, donc, notamment, donc, revenons sur la question de l'investisseur qui est obligé de sortir chez lui. Alors, non seulement il est obligé de sortir chez lui pour des questions de rendement et de rentabilité et d'encours bancaire, c'est-à-dire aller chercher de l'encours bancaire ailleurs. Donc, tu as ces 3 points. Mais tu as un autre point qui est le point le plus important pour moi, qui est la diversification immobilière et la diversification à plusieurs niveaux. Géographique, segmentaire, fiscal et commercial. C'est-à-dire qu'un investisseur ne doit pas se fermer dans un segment de marché et encore moins dans une niche fiscale. C'est pour ça, moi, je veux faire du parking, de la colocation et de la location courte durée. Là, tu seras en concurrence frontale avec la foule. Oui, mais avec tes techniques, là, je vais les neutraliser, là. Alors, sur mon studio. Peut-être, mais on sera quand même sur une déformation, sur une atteinte grave à ma stratégie commerciale qui est basée sur la diversification. Même si je rajoute une laverie automatique. Voilà, et je ne t'autoriserai pas à défigurer la noblesse de ma stratégie. Question toute bête, toujours. En fait, il n'y a pas. Je le dis souvent dans des coachings, il n'y a pas de questions connes. Il serait con de ne pas les poser. Quels sont les professionnels indispensables pour une stratégie d'acquisition à distance ? Très très bonne question également. Alors, je ne fais pas de la lèche, mais ça reste quand même des très très bonnes questions. Et on n'a pas tant préparé que ça le podcast, que je tiens à une forme d'improvisation qui nous permet de rester sur... Ça se sent. Alors, je ne pense... alors, si ça se sent, c'est de ton côté, je pense. Hein. Vous nous direz alors si ça se sent ou pas. La question est fondamentale parce que on est on est une fois de plus en opposition frontale avec ce que pense la foule. Alors, vous me verrez souvent utiliser ce terme, ce terme la foule, qui a été utilisé en psychologie pour une des premières fois par le psychologue. Alors, je ne sais plus si c'était un psychologue ou un médecin. Lebon, donc Psychologie des foules, d'ailleurs je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais Psychologie des foules, l'ouvrage qui est, alors c'est Gustave Lebon je crois, qui a rédigé ce chef-d'œuvre, et donc ça vous permet de comprendre vraiment les mouvements de masse, la psychologie des masses, la psychologie des foules. Donc la foule, la masse d'investisseurs pense que pour économiser de l'argent, il est nécessaire de traiter directement avec le particulier. Et pourquoi, à ton avis ? Pour éviter l'agent immobilier. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite éviter l'agent immobilier ? Parce qu'on est des gagnes petits. Et c'est-à-dire concrètement ? Pour éviter les commissions. C'est comme les mecs qui vont acheter des voitures sur le bon coin, particulier. Après, ils s'étonnent de s'être fait baiser, de ne pas avoir vu ça et de ne pas avoir vu ça. Dans une démarche professionnelle, on passe que avec des professionnels. On n'a pas envie d'avoir des interlocuteurs qui nous font perdre du temps. Et imagine, moi, j'hérite d'un immeuble, tu me parles de l'assainissement, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Alors, c'est exactement ça. L'agent immobilier est l'acteur, un des acteurs, on va dire, les plus importants. En tout cas, c'est l'acteur incontournable dans tout le processus de l'investissement immobilier. Et un bon investisseur travaille quasiment exclusivement avec des agents immobiliers. Pourquoi est-ce que je dis quasi exclusivement ? Parce que
on n'est pas à l'abri d'avoir une vente, et ça m'est déjà arrivé, une très très bonne opportunité proposée par un particulier. Et donc là, on voit quand même que dans ce cas de figure, qu'on a ce confort de travailler avec les agents immobiliers. Alors les agents immobiliers, évidemment, il y en a beaucoup de mauvais. Ils ont une réputation plutôt mauvaise également. Mais ceci dit au passage, cet acteur, donc cette profession est totalement incontournable. Et je vais rajouter un autre argument par rapport à la commission. Il faut savoir que les prix des transactions effectuées par les agents immobiliers sur le même bien sont inférieurs au prix pratiqué entre particuliers. C'est-à-dire que quand vous passez par un agent immobilier, vous avez un prix de vente qui est, après négociation, moins cher que si vous étiez passé en direct avec le particulier. Donc finalement, l'ironie du sort, c'est qu'on souhaite squeezer l'agent immobilier en ne payant pas de commission d'agence, et au final, le prix de vente est beaucoup plus élevé. Donc l'agent immobilier, un bon agent immobilier, connaît le vendeur et va savoir actionner les bons leviers pour faire baisser le prix. Donc un bon professionnel passe systématiquement par un agent immobilier. C'est très marrant parce que c'est très mentalité française, tu sais, de squeezer les intermédiaires. Je me souviens d'un retour que j'avais eu d'un frugaliste. Il se présente comme ça, en Estonie. Il s'est expatrié en Estonie et il voulait squeezer les frais d'agence. Donc il est allé sur des sites de recherche pour louer un appartement à distance dans un pays étranger. Ça, on retrouve le côté gagne petit du français mixé avec du frugalisme. Donc ça fait un cocktail détonnant. C'était la barquette de fraises que j'avais évoquée lors d'un podcast. Et cette personne donc, a trouvé une personne à Tallinn, la capitale, qui louait son appartement. Donc il a dit super, je le loue en direct. Il avait demandé à quelqu'un d'aller le voir, quelqu'un de la communauté. Bien évidemment, il avait fait gratuitement, il n'a pas eu de remerciement, mais bon, ça on s'en branle. Et la personne, à la fin, a dit non, on passe par un agent immobilier pour le contrat, parce que je ne sais pas le faire, je veux pas faire mal de choses et je veux pas m'occuper au cas où il y a un problème. Et ça m'avait marqué, nous Français qui cherchons tout le temps à contourner s'il y a bien deux professions, et ça pourrait être une étude presque, s'il y a bien deux professions où on essaye de contourner le plus l'intermédiaire, c'est bien l'automobile et l'immobilier. Tout à fait. Tout à fait. Donc deux domaines d'activité dans lesquels j'ai pu intervenir massivement, d'abord dans l'automobile et ensuite dans l'immobilier. Et d'ailleurs, l'anecdote que je peux te donner, en tout cas le retour d'expérience sur l'automobile, je n'achetais jamais de véhicule à l'étranger vendu par des particuliers pour une question de sécurité. C'est-à-dire que j'avais besoin d'acheter à des concessions automobiles. Donc moi, je n'achetais qu'avec le réseau de la marque officielle. Ça me permettait d'avoir des véhicules garantis, non accidentés et un kilométrage également parcouru garanti. Donc, est-ce que tu te vois faire un virement à l'étranger à un simple particulier pour acheter un véhicule ? Non. Eh ben, c'est la même chose pour moi l'immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier, je ne me vois pas, en fait, je ne conçois pas qu'on puisse traiter directement avec un amateur. Et surtout, me concernant, l'écart monumental entre mon niveau de connaissance, de professionnalisme, de pratique, de la discipline et un simple particulier, vous avez des particuliers qui mettent des biens en annonce avec des informations erronées. Lorsque vous demandez des documents, ils n'ont pas les documents, évidemment. Ils n'ont même pas de notaire au stade de l'information, de la négociation. Et donc, ces gens-là vont plus vous créer de la charge mentale qu'une soi-disant économie de prix parce qu'il n'y aurait pas de commission. Merci pour ce retour, parce qu'on n'imagine pas, et notamment le fait que les prix négociés par agents immobiliers soient plus faibles au final que les prix en particulier direct. C'est une information qui est intéressante et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. En guise de conclusion,
investir et se positionner à distance, ça va te permettre de saisir plus d'opportunités. Alors, ça va te permettre de saisir plus d'opportunités et surtout de gagner du temps. Le temps étant évidemment la ressource la plus rare et la plus importante dont dispose un investisseur ou un être humain. Donc, ça va te permettre de gagner du temps. Ça va te permettre de préserver ton capital santé et surtout ta santé mentale. Et tu as également cette échelle de priorité. En tout cas, moi, j'ai une échelle de priorité. Et la priorité la plus importante étant le temps de qualité que je passe avec mes enfants. Donc, ceci m'amène aussi à expliquer que je fais très peu de visites et j'achète tout ce que je visite. Et ça, je l'explique clairement aux agents immobiliers parce que ils se disent, évidemment, ce n'est pas un promeneur. Et en tout cas, s'il fait une offre d'achat, j'ai un taux de transformation qui est de 100%. À chaque fois que j'ai fait une offre d'achat qui a été contresignée, sauf omission, vice caché, malhonnêteté de l'interlocuteur, j'ai systématiquement acheté tout ce que j'ai visité. Et ça, ça marque, en termes d'ancrage psychique, ça marque votre interlocuteur sur votre sérieux en termes de suite donnée à l'offre d'achat. Parce qu'il faut savoir une chose, et je vais le soulever parce que quelle est la crainte principale d'un agent immobilier qui fait qu'il refuserait que le bien soit signé à distance? Je te pose la question, Hugo. Je parle de l'offre d'achat. Pourquoi est-ce que l'agent immobilier serait réticent à faire signer l'offre d'achat que tu envoies pour bloquer le bien alors que tu n'as pas encore visité le bien? Pourquoi il serait réticent de faire ça pour sa responsabilité? Je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, sa crainte, c'est que tu bloques le bien et que tu ne donnes pas de suite. C'est-à-dire que juridiquement, lorsqu'une offre d'achat est contresignée par le vendeur, l'acheteur n'est absolument pas engagé. Il bénéficie de droits et notamment de droits de rétractation, alors que le vendeur est fermement engagé. D'accord. Donc voilà pourquoi l'agent immobilier, qui a peur finalement de perdre son mandat de vente, s'il a fait contresigner l'offre d'achat par un guignol. Et donc, c'est très important dans ce processus de rassurer l'agent immobilier quant au sérieux, quant à ton sérieux, quant au sérieux de l'investisseur en lui expliquant que le processus, la vente ira jusqu'au bout s'il te fait confiance, tout simplement, en te faisant passer avant les autres. C'est quelque chose de très important à préciser parce qu'on ne l'imagine pas une seule seconde. Non, on ne l'imagine pas parce qu'on a cette mauvaise tendance en pensant que tout est dû et que parce que c'est à vendre, il suffit, parce qu'on a fait une offre, évidemment le vendeur serait en obligation de l'accepter. Pas du tout. Ah non, mais je te remercie parce que je ne m'étais pas posé je n'aurais pas imaginé une seule fois, par exemple, quelqu'un je me positionne sur un bien à distance. Bon, ça ne va pas être pour de suite, mais je me positionne à distance. Je ne voyais pas pourquoi il pourrait être réticent. Après, on ne voit le monde que par nos yeux, donc je ne ferai pas une offre juste pour faire perdre du temps, personnellement. Mais c'est vrai qu'il doit avoir beaucoup de touristes. Si tu n'es pas finançable, par exemple, et que tu ne sais pas parce que tu es incompétent, tu t'es positionné sur un bien, par exemple, qui est surdimensionné par rapport à ton pédigré bancaire, qu'est-ce qui va se passer? Il t'a permis de te positionner, l'agent immobilier. Donc, il a fait contresigner ton offre d'achat. Tu vas au compromis. Le compromis capote. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ton financement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La probabilité que l'agent immobilier perde le mandat. Pourquoi? Parce que ce sera très élevé, parce que le mandant, le propriétaire, le vendeur va lui expliquer, mais attendez, c'est un tocard finalement que vous m'avez emmené et vous n'avez pas rempli votre rôle de sélection et de sélection et de vérification. Exactement, d'un acquéreur solvable. Et donc c'est très très important de maîtriser ce que j'appelle la psychologie de l'entrepreneuriat et notamment comprendre. Moi, c'est assez facile pour moi parce que j'ai une base empathique, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à me mettre à la place des autres, et comprendre les peurs, les craintes de l'agent immobilier qui, si son mandat est résilié, il n'y a pas de commission et c'est des gens qui travaillent qu'à la commission. Donc, comprendre son fonctionnement psychique est fondamental pour pouvoir convertir au maximum les offres d'achat et surtout éradiquer la concurrence.
je vais rebondir sur un point qui te montre à quel point j'ai la conviction absolue de la supériorité de cette stratégie. Alors, on ne peut pas dire que je ne parle pas avec confiance. Tous les biens que moi je vends à titre personnel, puisque j'arbitre mon patrimoine depuis l'année dernière, donc je récupère une somme de plus-value, c'est un arbitrage classique, patrimonial. Je confie systématiquement la vente des biens à des agents immobiliers. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas me coltiner ces particuliers pour pouvoir gagner une soi-disant économie sur la commission. Pourquoi ? Parce que je sais que le bon agent immobilier à qui je vais confier la vente de mes biens, dans le cadre de mon arbitrage patrimonial, si l'agent immobilier est bon, on vendra au juste prix, on vendra vite et on vendra surtout à la bonne personne. Donc ça marche également dans les deux sens. Et là où c'est un cercle vertueux, c'est qu'un agent immobilier à qui tu donnes des mandats de vente en tant que vendeur, quand il fait rentrer un coup de fusil en off-market, il va t'appeler. Eh ben, il va t'appeler. Et c'est la première personne que les gens vont voir généralement. Voilà, et pour te dire qu'en termes d'ancrage psychique, le discours que je tiens lorsque j'appelle un agent immobilier, je le remercie d'abord d'être un professionnel et d'avoir pris le mandat parce que je ne supporte pas de travailler avec des particuliers. Et là, il est au fond de lui, comment dirais-je, pas rassuré, mais là, il se dit quelqu'un qui me comprend. Pourquoi ? Parce que l'agent immobilier, il faut se mettre un élément en tête. À longueur de journée, il se tape du particulier à la con qui lui casse les pieds en tentant de vendre un bien à un prix totalement déraisonnable. Et donc là, il se dit, tiens, il y a quelqu'un qui comprend enfin mon métier. C'est-à-dire que passer par un agent immobilier relève d'un processus professionnel. C'est quelqu'un qui ne va pas me casser les pieds sur le paiement de ma commission, etc. etc. Et donc, voilà pourquoi c'est fondamental de passer par un agent immobilier, surtout quand on travaille à distance, comme je le fais, et donc rester dans un cadre de l'efficience. Et donc, l'agent immobilier est une pièce de la mécanique générale de l'efficience de la stratégie qui consiste à investir massivement. Simple question. Je n'ai pas suivi de formation immobilière. Je n'ai pas acheté de formation. Et j'ai tout le temps refusé de prendre les codes, même si certaines formations le mériteraient, dans le sens où j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc je m'impose de ne pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je pense que tu en as suivi, sans les citer. Le but n'est pas d'en parler, mais comment on traite-t-il l'agent immobilier ? Alors, moi j'ai pas personnellement suivi, j'ai peut-être légèrement moins d'éthique que toi à ce sujet, mais moi je refuse de payer pour la médiocrité, mais j'ai eu accès à certaines formations. Alors, il faut savoir que moi, ma principale source d'information, ce sont les livres. Le livre, en général, est la meilleure façon d'apprendre, et surtout l'expérience empirique, le fait d'aller sur le terrain est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Mais en tout cas, j'ai eu accès à des formations qui ont été payées par des amis, donc j'ai simplement jeté un coup d'œil. Et cette question n'est tout simplement pas abordée. L'importance de l'agent immobilier dans l'opération immobilière, c'est une question qui est totalement occultée, tout simplement. Et donc la psychologie de l'agent immobilier, la plupart des formateurs 2.0 s'assied purement et simplement dessus. Après, pour te répondre sur les formations, la plupart des formations vendues sur Internet sont biaisées. Biaisées dans le sens où elles portent tous les stigmates finalement de cette volonté de vouloir être niché fiscalement, que ce soit la colocation, la LCD, etc. Alors, soit c'est superficiel, soit c'est biaisé. Dans tous les cas, c'est médiocre. Alors, c'est mon opinion. Je suis suffisamment averti pour pouvoir émettre une opinion aussi radicale, mais la plupart des formations sont d'un niveau relativement médiocre. Alors,
c'est quelque chose d'assez marrant parce que c'est la délégation. Je ne veux pas citer la personne, mais on va dire, quelquefois on se demande, et je pense que tu vas comprendre l'allusion, on se demande si la personne fait du mannequinat ou de la formation immobilière avec un groupe international. Est-ce que... Tu as les deux versions, masculine et féminine, d'ailleurs, sur ce profil. La version masculine. La version masculine. Parce que la version féminine est quasiment du même niveau. Alors, moi, je parle du masculin pour rester... d'ailleurs, si on tourne le M à l'inverse, ça fait un W. Et le... Oui. Ne voyez personne de viser. Est-ce que cette personne parle d'agent immobilier, de l'importance de passer sur un agent immobilier sur une stratégie massive, hein, pas sur un studio, on va dire? Non, on ne va pas parler, on ne va pas du tout traiter ce point. Ce point est totalement occulté. Et je vais te donner aussi une information qui est contre-productive. Un exemple très précis. J'ai créé alors, on ne l'a pas dit, mais j'ai écrit un livre depuis plusieurs années, donc il tarde à sortir parce que malheureusement, je suis perfectionniste et je suis réellement perfectionniste. Vous avez des gens qui sont d'une médiocrité affligeante et qui vous expliquent qu'ils sont perfectionnistes. Enfin bref, j'ai créé ce que j'appelle une pyramide de la difficulté d'obtention du crédit bancaire en fonction du statut juridique d'acquisition. Concrètement, vous avez en haut de la pyramide, c'est-à-dire que la structure qui va vous mettre littéralement des bâtons dans les roues pour acheter en immobilier est la société holding. Et ces gens-là, parce qu'ils sont atteints du biais fiscal, c'est-à-dire cette volonté systématique de profiter d'une soi-disant optimisation fiscale, vont vous dire il faut acheter, quand ce n'est pas du LMNP, il faut acheter avec une SCI sous holding. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je dirais bonne chance comme dans Tekken. Dédicace à l'Albanais qui a sorti cette punchline. En tout cas, la probabilité d'obtenir un financement bancaire avec une holding et une SCI en dessous est proche de zéro. Sauf exception, évidemment. Sauf exception. J'avais fait une vidéo qui s'intitulait sur la chaîne YouTube « L'incomprise, la holding », parce que je pense qu'il y a deux choses sur la holding. C'est déjà que les gens ne la comprennent pas. Donc, ça fait très bien. Certains ne comprennent pas que pour faire remonter un dividende, d'abord, ça ne se fait pas par des factures de dividendes. C'est une innovation, en tout cas. C'est une innovation. Ils ne comprennent pas que pour verser un dividende, il faut qu'il y ait un assujettissement à l'IS avant. Donc, ils pensent, ils pensent pas à ça. Et la deuxième chose, ils ne comprennent pas l'outil qu'est la holding. Moi, j'aime bien dire, c'est comme si tu fais un garage dans ta maison alors que tu n'as pas le permis de conduire. La holding va commencer à devenir intéressante quand tu as plusieurs participations, pas une exploitation et une SCI. Totalement d'accord. Du coup, pour revenir à ta question, évidemment, la question de l'agent immobilier n'est pas traitée et tu as même des informations qui sont complètement contre-productives et qui sont stratégiquement stupides. Et c'est là que je voulais en venir. C'était pas sur la personne de l'agent immobilier, c'est que ces personnes sont quand même les rois de la délégation. C'est-à-dire que s'ils peuvent déléguer quelque chose, ils vont le déléguer. L'écriture du mail, l'écriture du script, ça nous avait fait rigoler puisque cette personne, quand on étudiait les chiffres, lorsqu'il expliquait qu'un fonds d'investissement voulait racheter sa société, il avait une charge de coût qui était colossale. Parce qu'il disait avoir des bureaux, avoir une vingtaine de personnes. Donc quelqu'un qui est fan de la délégation n'apprend pas à déléguer les investissements avec des professionnels. Alors, au-delà... pour être vraiment toujours resté dans la nuance et dans l'honnêteté intellectuelle, ces gens-là ne te disent pas non plus qu'il ne faut pas passer par l'agent immobilier. Mais la problématique, c'est qu'on ne t'explique pas le poids, en termes d'importance, le poids de l'agent immobilier dans la constitution d'un patrimoine de qualité. C'est-à-dire que l'agent immobilier est incontournable et surtout, comment échanger de manière professionnelle avec un agent immobilier, comment tisser un lien de confiance, la confiance basée sur le professionnalisme et le sérieux, et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'un formateur doit impérativement expliquer à ses élèves
l'importance capitale de passer par un agent immobilier et comment est-ce qu'on passe par un agent immobilier et surtout comment est-ce qu'on se différencie de la foule et de la masse. Je peux te dire que dans les 5 premières minutes, voire dans les 3 premières minutes et même les 2 premières minutes, n'importe quel agent immobilier, alors sauf si c'est un con évidemment, mais n'importe quel agent immobilier fera la différence entre moi et un particulier sur l'intonation de la voix, sur la certitude des propos, sur la nature des questions, sur la volonté farouche de se positionner, sur cette rafale d'ancrage psychique qui consiste à le rassurer, sur ma capacité à valoriser son expertise et surtout sur ma capacité à lui expliquer parfois de manière explicite que j'ai besoin de lui. Moi, dans mon... Tu peux résumer tout ça en faire le lèche-cul. Alors absolument pas, parce que faire le lèche-cul, c'est lorsqu'on n'est pas sincère. Moi, j'ai réellement besoin d'agents immobiliers. Sans agent immobilier, je ne peux pas travailler. Parce que ça voudrait dire que je serais obligé de me taper tous ces particuliers. Et c'est vraiment insupportable de travailler avec des particuliers pour des questions de professionnalisme, en tout cas. Et donc, dans le processus, vraiment, j'en ai besoin. Et pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Moi particulièrement, parce que je travaille systématiquement à distance. Voilà pourquoi est-ce que j'en ai. C'est une circonstance supplémentaire qui fait que j'ai besoin de cet intermédiaire. Et tu vois, et comme je l'ai dit, hein, ça pourrait presque faire le nom de la série, le pro-puceau, c'est où on oppose un compétent et un incompétent, un sachant à un ignorant. Je suis l'ignorant. Je n'ai pas peur de le dire. J'aurais eu la déformation et alors que je prends de passer par les professionnels, mais là, tu vois, je serais dans une recherche. J'aurais pu, par erreur, même si la question ne va pas se poser, parce que moi, je vais préférer passer par un chasseur sachant chasser. Je ne pense pas que tous les infopreneurs d'Estonie peuvent dire cette phrase. On sent la fin. Mais tu vois, mécaniquement, je pense que j'aurais perdu peut-être plus de temps à aller chercher les particuliers à particuliers, pensant que ça serait plus facile de négocier et tout ça. Je ne vais pas dire que c'est sûr, mais en tout cas, dans le réflexe culturel de squeezer l'agent immobilier fait que tu aurais eu ce réflexe, en tout cas, ou cette tentation, cette mauvaise tentation, et c'est une tentation qui t'aurait coûté très cher. Je vais te raconter une anecdote qui est réelle. Pas là où ça m'a marre? Non. Alors, je ne sais pas, et comme je te l'ai déjà dit, je le trouve particulièrement intelligent, même s'il y a une partie du contenu qu'il faut foutre à la poubelle, évidemment, mais ça dépend de votre capacité à ventiler ces anecdotes, ou en tout cas ce qui va débiter, parce que c'est quelqu'un qui a produit énormément de contenu, mais tu fais plutôt allusion aux dernières vidéos. Non, ça m'a été un mytho. Non, oui, non, mais... Il en a lui-même ri, d'ailleurs. Et ce qui prouve son intelligence. Tout à fait. Et ce qui prouve... Moi, j'étais intervenu sur ça, sur les réseaux, en me disant... Ça ne me dérange pas, parce que l'important n'est pas l'histoire, n'est pas le fond de l'histoire. C'est pas l'enrobage. C'est pas l'enrobage, c'est la valeur qu'il donne au travers du conseil. Et heureusement qu'il fait son storytelling, sinon on n'écouterait pas ces histoires. Et je pense que 95% des personnes qu'il a indirectement changé, coaché à travers ça, les gens ne l'auraient pas écouté s'il n'y avait pas ces histoires. Et... me considérant, ce qui est toujours difficile, c'est de ne pas basculer dans le jeu, et surtout dans la culture française où on a l'habitude d'être dans cette forme d'hypocrisie à la française et cette fausse modestie. Alors je dis tout souvent aussi, j'utilise les pronoms impersonnels, mais mon point de vue, moi je consomme énormément d'informations, je lis énormément. Alors il faut savoir que je lis entre 4 et 5 heures par jour, ce qui est quand même relativement important. 4 et 5 heures par jour, je vous laisse faire le calcul sur 365 jours. Allez, disons sur 300 jours, ça fait l'équivalent d'un temps plein quasiment à l'année. En tout cas, Oussama Ammar, alors c'est mon opinion, est strictement supérieur à la moyenne. Bon, en même temps, c'est pas difficile puisque la moyenne ou la masse n'est pas spécialement très très intelligente, mais en tout cas, chez cet individu, compte tenu de son intelligence supérieure,
même si évidemment il raconte des conneries, il y a toujours quelques informations stratégiques ou des informations qui vont modifier la structure de pensée et donc évidemment ça aura un impact sur la stratégie. Alors il s'adresse à des entrepreneurs, donc en captant une information stratégique importante, c'est quelqu'un qui est en capacité de modifier une structure de pensée. Et rien que pour ça, je le respecte évidemment, fondamentalement et fourni gratuitement. Pour revenir à l'anecdote, je vais te raconter une anecdote. Je peux te couper juste bien sûr. Avant l'anecdote, parce que moi je dis souvent « on ». Et toi qui apprends une langue étrangère, fais attention de ne pas faire les erreurs de Lost in Translation. Tu apprends l'allemand et je ne sais pas s'il y a les pronoms indéfinis comme on a nous en France. Si. Lors d'un rendez-vous avec une personne indéfinie, on va dire, l'histoire n'est pas là, ce n'est pas le fond de l'anecdote, la personne me demandait si j'étais bipolaire parce qu'en anglais je disais oui, ça veut dire nous. Ou, pour moi c'était le on, ça se rapprochait du on. Elle me dit mais pourquoi tu dis tout le temps oui, W-E. J'ai fait oh putain merde. Et effectivement, en réécoutant ensuite, je le disais souvent. Donc fais attention de ne pas faire ces erreurs de Lost in Translation qu'on peut avoir quand on apprend une langue. Tout à fait. Et pour revenir à mon anecdote, du coup, j'ai fait une opération immobilière sur un immeuble de rapport avec un agent immobilier. Et il s'avère que je connaissais le vendeur. Lorsque j'ai eu les documents, je me suis aperçu que je connaissais le vendeur et je pouvais passer en direct avec le vendeur. Et donc éviter la commission qui était de 15 000 euros de mémoire, ou 20 000 euros. Et ça a relevé du réflexe chez moi. J'ai appelé l'agent immobilier et je lui ai dit, je connais le vendeur et je passerai par vous. Pourquoi ? Parce que je m'inscris dans un partenariat de long terme. Et ce qui s'est passé, et je vais te poser la question avant de te raconter la suite, on a fait l'opération. Donc c'était dans le cadre d'une chasse immobilière pour un de mes clients. Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis, psychiquement, dans la tête de l'agent immobilier en se disant, en termes de loyauté, en termes de respect de son travail, suite à cet épisode? Mais il t'en est toujours souvenu et il a voulu il a été redevable. Peut-être qu'il t'a mené une superbe affaire. Eh ben, j'ai fait 8 opérations immobilières avec lui en 3 ans. C'est-à-dire qu'après cette affaire, il m'a apporté 7 autres affaires. Donc la loyauté, le fait de passer par un agent immobilier, fait que à court, moyen, long terme, tu es largement gagnant. Il s'est dit, tiens, Fouad, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision à très court terme qui se mesure à une commission d'agence. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une très bonne opportunité, avec un taux de transformation toujours identique de 100%, à chaque fois qu'il y avait un coup de fusil, c'était pour moi. Et en plus, cet agent immobilier avait une capacité à négocier les prix extrêmement forte et donc j'ai bénéficié de prix extrêmement intéressants. Tout ça parce que j'ai décliné mon identité dès la première opération, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de sérieux et quelqu'un de loyal, tout simplement. Donc ça vaut le coup d'investir sur l'agent immobilier ou sur les agents immobiliers. Ça aurait pu faire un podcast à part entière, mais ça va être la fin de ce podcast. On espère que vous avez apprécié. L'originalité de cet épisode, qui peut presque faire une série, pro puceau, j'aime bien le comparatif des deux, c'est d'avoir le pire des débutants, c'est moi, je vous rassure, c'est pas toi, en immobilier de surcroît, et face à un expert. Moi également, je parle à un miroir. Vous voyez pas le setup. J'ai Fouad en face, quelquefois qui fait des grimaces, parce qu'il a un visage très expressif, donc c'est assez difficile de se retenir. Aussi expressif qu'un Allemand. Voilà. Donc cela permet, en gros, et je pense que ça a aidé, parce que je pense qu'on a traité de croyances limitantes. De croyances, et tu vois, même si on a digressé sur le professionnel de l'immobilier. Alors, au-delà de la digression, en fait, c'est que c'est la pierre angulaire de toute la stratégie. C'est-à-dire que sans agent immobilier, c'est extrêmement difficile de se constituer un patrimoine de qualité. Et
et tu vois, à travers 2 sujets, enfin, je parle pour moi, hein, je parle pour moi en tant que non-connaisseur, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et n'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'est 2 points. On peut pas investir. C'est difficile d'investir, se positionner à distance, et si on peut squeezer l'agent immobilier. Et c'est difficile de trouver une opportunité. Oui, et c'est difficile de trouver une opportunité. Et tu vois, même à moi, ça m'a permis de repenser à des choses. Donc je t'en remercie, même s'il n'y a pas d'écoute et qu'on est à 1 étoile ou 0,5 étoiles, ce que je ne pense pas être le cas. Mais au moins, j'aurai appris de cet échange. Donc je suis le premier à te remercier de ce contenu. Et c'est même pas scripté. Eh ben, écoute, je t'en prie, c'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vous inspirer que même quand on est débutant, on peut se permettre de voir grand. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes, les amis, mettez-moi des likes. À très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao.